Merci beaucoup pour cette introduction. Excusez-moi pour ce retard. Merci beaucoup Hugues, merci beaucoup Laurent. Chers amis, puisque nous sommes effectivement en petit comité et que je ne vois guère d'étudiants, sauf erreur. Donc je remercie Hugues et Laurent de m'avoir invité. Nous nous sommes connus dans le cadre du master de spécialisation en conservation du patrimoine. Et Hugues Wilquin m'avait demandé de venir parler des jardins en tant que patrimoine, ce qui est évidemment un peu devenu ma spécialité. Et il m'avait aussi demandé de parler d'un architecte paysagiste local qui est Louis Fuchs, pour lequel j'ai commencé à me documenter. Malheureusement, vu la matière que j'avais à présenter aujourd'hui et certains problèmes privés, je n'ai pas pu aborder la chose, mais je pense que ça reste un problème d'actualité et qu'on pourrait y repenser et même envisager une publication. Donc, j'avais reçu des documents extrêmement intéressants, notamment de Madame Potier, de Monsieur Benrubi et également de Monsieur Plissnier. Et donc, je ne manquerai pas d'y porter attention, de les étudier et de revenir avec un projet concernant Louis Fuchs, qui est quand même l'auteur d'un certain nombre de parcs ici à Mons, de projets qui ont été beaucoup discutés à la fin du 19e siècle pour les boulevards et qui n'ont pas abouti. Donc, je vous propose aujourd'hui d'aborder le... Je pense que le... Est-ce qu'elle est reliée? Non. Ça ne fonctionne même pas. Ah, voilà. Ah ouais, ok. C'est pour ça que j'avais donné le PDF. Ouais, merci. Voilà. Donc, je propose donc d'aborder la matière des parcs et jardins historiques sous quatre angles. D'une part, le jardin comme héritage culturel. On est enfermé. Vous êtes obligé de... Bon, désolé, vous êtes obligé de rester. Donc, 4 volets complémentaires, évidemment, qui vont me permettre d'aborder le jardin à la fois comme patrimoine culturel et bien entendu comme patrimoine naturel. Donc, le jardin comme monument vivant à travers la Charte de Florence, et puis je parlerai d'autres documents internationaux. Le jardin historique comme conservatoire des savoirs et des savoir-faire, parce que finalement, c'est ce qui fonde également une grande partie de l'héritage culturel et naturel. Et enfin, les défis et les enjeux de la gestion de ce patrimoine à la fois naturel et culturel. Alors, pour commencer, il convient peut-être de rappeler que l'art des jardins, comme l'architecture d'ailleurs, et comme toute production humaine, a subi au cours du temps toute une série d'évolutions et qui a amené donc une série de modèles ou de styles ou de genres ou de types selon les manières dont on les définit. Et donc, en perpétuant des formes, des tracés, des dessins, des savoirs, des techniques, des pratiques de terrain et en les adaptant progressivement à différents contextes spatio-temporels, tous ces modèles ont contribué à l'émergence de ce que l'on appelle aujourd'hui des styles, et à leur attachement à des sociétés, à des civilisations qui les ont développés. Alors, je ne vais évidemment pas aborder tout cela aujourd'hui, ça ferait l'objet d'un cours complet. Mais je propose d'aborder un de ces modèles pour un peu montrer cet héritage culturel, comment il s'est diffusé et comment il s'est adapté à différents contextes spatio-temporels et à travers certaines civilisations.
Ainsi, le modèle géométrique donc, du jardin dit jadis en 4/4, qui était né en Iran il y a plus de 5000 ans, avant Jésus-Christ, a rapidement influencé en fait, les premiers jardins persans, qu'on appelait donc des chahar-bagh. Dès 4000 avant Jésus-Christ, les jardins byzantins qui eux-mêmes ont essaimé alors à travers le Proche-Orient et le Moyen-Orient. Ensuite, dans les territoires occupés par les Arabes, autour du bassin méditerranéen. Cet héritage du jardin islamique, caractérisé par sa géométrie, par sa clôture, par la présence également abondante de l'eau, va réapparaître au XIIe siècle en Andalousie, notamment dans l'Alhambra et les jardins des palais des sultans, et également à peu près à la même époque au Maroc. Et vous avez ici un des magnifiques témoignages du grand jardin de l'Agdal à Marrakech. Et il va perdurer au Maroc pratiquement jusqu'à nos jours, notamment à travers ce très bel exemple. Ensuite, il influencera les jardins de l'Italie, de la Renaissance, et la naissance de la perspective, la maîtrise des effets perspectifs amènera les Français à développer un modèle dit perspectif d'ailleurs, architecturé, qui sera adopté et adapté dans toutes sortes de cours d'Europe durant l'essentiel du XVIIIe siècle, et dont le modèle est évidemment par excellence celui de Versailles. Ensuite, dans le dernier tiers du XIXe siècle, l'apparition de styles dits nationaux, avec le retour au jardin dit français, ou le retour au jardin à l'italienne, va stimuler dans des jardins de renom, dont certains déjà très visités, des tentatives de restaurer une vision esthétique de l'œuvre jardinée qui serait plus proche de son modèle d'origine. Aujourd'hui, avec le recul, les expériences de chantier de la fin du XXe siècle, nous savons toutes les difficultés de restaurer, dans tous les sens du terme, un jardin. À la fin du XIXe siècle, alors que sur les monuments historiques prévaut la philosophie de restauration stylistique sous l'influence d'Eugène Viollet-le-Duc, pour les jardins, en l'absence de théorie de la restauration, les interventions restent essentiellement empiriques et relativement peu documentées. Je vais prendre deux exemples pour bien introduire cette notion de restauration. En Italie, le cardinal von Hohenlohe entame des travaux dans les jardins de la Villa d'Este à Tivoli. Ce site emblématique de la Renaissance maniériste, maintes fois représenté par les artistes qui séjourneront à Rome, devient rapidement une étape obligée du Grand Tour pour les voyageurs attirés par la vision pittoresque des ruines de la Villa d'Adrien située en contrebas du site de la Villa d'Este. De nombreux artistes de passage à Tivoli ont rendu de manière particulièrement évocatrice la vision pittoresque de ces jardins et de ces terrasses envahies par une végétation naturelle toute puissante. Ce cas bien connu permet d'introduire la notion d'authenticité d'un jardin historique, dont les formes et les composantes ont évolué au point de révéler littéralement une autre vision de l'œuvre assez éloignée de celle voulue par ses concepteurs 2 siècles auparavant. Ainsi, à la Villa d'Este, un des aspects les plus intéressants de ce qu'on peut appeler cette métamorphose du lieu est sans doute les nouvelles formes de nature qui en résultent et la perception que les contemporains ont pu avoir de ce dialogue nouveau entre éléments construits et éléments naturels. À la même époque, en France, à Vaux-le-Vicomte, le propriétaire Alfred Sommier, dans les années 1880, charge l'architecte Hippolyte Détailleur. Ensuite, ce seront Henri et Achille Duchesne, le père et le fils, de rendre au jardin les grands effets baroques voulus par André Le Nôtre au XVIIe siècle. Il s'agit principalement de retrouver les grands effets perspectifs, la diversité des jeux d'eau, le détail des parterres de broderie, la monumentalité des ouvrages et de la statuaire, entièrement disparue dès la fin du XVIIe siècle, de manière à donner aux visiteurs une vision du modèle original en cohérence avec l'esthétique architecturale du château baroque restauré.
C'est ainsi qu'entre 1890 et la Première Guerre, les Duchesne, père et fils, Henri et Achille, interviendront dans des dizaines, voire des centaines de jardins en France et à l'étranger, y compris en Belgique. Bien documentés par la photographie, notamment les autochromes des Duchesne eux-mêmes, qui vont produire énormément de photographies de sites, leurs interventions sont aujourd'hui critiquées par les Français, qui leur reprochent d'avoir donné une fausse image des jardins de Lenôtre. Or, il existe aujourd'hui en France bien plus de jardins restaurés, je mets entre guillemets, par les Duchesne, que de jardins français qui auraient été conservés dans leur esthétique du XVIIe siècle, si même il en subsiste. Donc cette reconstruction d'une vision historique, ici celle des jardins baroques de Lenôtre, amène à s'interroger sur la signification de ces restaurations menées en dehors de tout contexte et de toute réglementation, voire même de cadre de pensée à l'époque, dans les années 1900, permettant de fonder de telles démarches. Or, ces interprétations du début du XXe siècle, par les Duchesne, mais aussi par d'autres, sont aujourd'hui entrées dans l'histoire, à l'image notamment de ce grand axe du château de Champs-sur-Marne, qui, en 2010, a été restauré sur base de l'état aménagé par les Duchesne en 1910, sur base de la documentation photographique essentiellement des Duchesne eux-mêmes. Donc la référence ici est l'étape Duchesne et ne fait plus du tout référence à des états antérieurs du jardin. Cette idée de conserver ou de restaurer un jardin dans un état historique précis, en l'occurrence ici 1910, est bien documentée, est assez récente. L'idée est apparue dans les années 1970 avec la reconnaissance du jardin historique comme un héritage culturel au même titre que d'autres formes et d'autres biens monumentaux considérés depuis le XIXe siècle, à savoir essentiellement des demeures de prestige, des châteaux, des palais, les biens de l'Église et les vestiges archéologiques qui constituaient alors les grandes catégories de biens visés par les protections au XIXe siècle et encore au début du XXe siècle. La préservation des jardins va s'inscrire dans cette évolution de la perception du patrimoine et du monument historique qui, à partir des années 1970, s'est considérablement élargie pour intégrer de nouvelles typologies de biens, notamment à travers les inventaires typologiques réalisés dans les différents pays d'Europe et notamment en Belgique. Vous avez ici un petit panorama de tous ces inventaires jardins qui ont été menés, alors parfois à l'échelle nationale, notamment en Grande-Bretagne, parfois à l'échelle régionale, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et également en Belgique. En Wallonie, donc, l'inventaire a été mené à partir de 1992 jusqu'en 2012 et a donné lieu à cette publication en 9 volumes et une publication de synthèse. Et en Flandre, l'inventaire a été entamé également en 1992 et il est actuellement toujours en cours. Mais depuis 2014, cet inventaire qui était publié dans la revue Monument and Landscapen est aujourd'hui également disponible en ligne. Depuis 2016, l'Institut européen des jardins et paysages, dont j'ai la chance de faire partie, s'est donné pour mission de rassembler et de faire connaître ces inventaires en les rassemblant dans une seule base de données unique mise en forme et accessible donc sur la plateforme dont vous voyez ici la page dédiée aux inventaires numériques. Donc cette phase de reconnaissance du jardin historique à travers les inventaires a abouti aux premières protections qui ont, dans un premier temps, été déterminés au terme des abords d'un monument historique ou d'une zone de protection, qui venait donc renforcer la protection du bâtiment lui-même, en prenant en compte son environnement, mais non comme jardin historique en tant que tel. Des jardins ont ensuite été classés au titre de site et puis au titre de monument à partir de 1981, les autorités publiques reconnaissant enfin les valeurs patrimoniales des parcs et jardins, le plus souvent de jardins prestigieux, qui se sont transmis de génération en génération. C'est le sens même du mot héritage. Il s'agit principalement de jardins qui sont issus de la grande tradition française ou de la grande tradition anglaise et qui accompagnent le plus souvent une demeure de prestige
déjà protégés ou en voie de l'être lorsque le classement du jardin a été décidé. En Wallonie, 5 jardins ont été et sont aujourd'hui reconnus comme monuments. C'est le jardin des Cossines, le domaine d'Anguien, les jardins de Belleuil, les jardins du château d'Annevoie, les jardins d'eau, et également ce bel ensemble des jardins du château de Freyre dans son grand écrin naturel. Au nord du pays, les protections de jardins historiques comme monuments sont plus nombreuses qu'en Wallonie, et notamment, j'en citerai qu'un seul, c'est celui de Levergem. Notons également qu'en Flandre, les jardins historiques peuvent être classés au titre de paysages culturels et historiques. Ce concept est issu de la définition qui a été donnée par l'UNESCO comme un morceau de territoire aménagé et ou créé par l'homme, par la nature ou œuvre combinée de l'homme et de la nature. Ceci nous amène donc à ce concept de paysage culturel. Depuis les années 1990, le Comité scientifique international des paysages culturels de l'UNESCO reconnaît les parcs et jardins comme paysages culturels clairement définis, conçus et créés intentionnellement par l'homme. Ils témoignent d'une interaction entre l'homme et son environnement. L'UNESCO reconnaît 3 catégories de paysages culturels. La première catégorie vise essentiellement les parcs historiques. Toute époque, tout style, bien entendu, confondus. Certains de ces grands domaines, royaux ou princiers, relèvent d'ailleurs de ce que l'UNESCO appelle des paysages unifiés, dans le sens où ces résidences, la plupart de cours européennes, présentent des programmes ambitieux qui associent des ensembles bâtis à des jardins, mais également des parcs de chasse, des espaces de culture, des boisements forestiers, etc., qui forment un tout unifié et cohérent des points de vue historiques, stylistiques et paysagers, et ayant une forte empreinte territoriale. C'est le cas évidemment du domaine de Versailles, c'est le cas également des parcs et jardins aux environs de Berlin et de Potsdam, qui inclut également le grand ensemble des Sans-Soucis, dont vous voyez là le périmètre défini sur la liste du patrimoine mondial, et un certain nombre de vues de tous ces jardins qui entretiennent eux-mêmes entre eux des vues par-delà les lacs et les rivières. Et également, dans le cadre donc des paysages dessinés et ou unifiés, vous retrouvez sur la liste du patrimoine mondial 2 ensembles signifiants que vous connaissez au moins de nom, c'est les villas Médicis à et autour de Florence, avec leurs jardins et leurs domaines. Et j'ai choisi ici d'illustrer les résidences des ducs de Savoie, qui, dans le Piémont, donc au nord de l'Italie, qui constituent la fameuse Corona dei Delizie, donc la couronne des délices, c'est-à-dire plus d'une dizaine de résidences à Turin et autour de Turin, constituées de palais, de châteaux et de résidences, chaque fois accompagnées de très grands jardins. Et vous voyez que les modèles sont extrêmement différents. Il y a des jardins baroques, il y a des jardins Renaissance, et puis il y a des grands jardins paysagers également. Alors la deuxième catégorie, on s'éloigne un peu des parcs et jardins, mais c'est intéressant quand même d'évoquer les paysages dits évolutifs ou également qualifiés de vivants parce qu'ils sont pris dans une dynamique de transformation à travers le temps qui s'enracine en fait dans la reconnaissance, dans la continuité des usages de cultures ancestraux, notamment liés donc à des modes de culture productive et d'exploitation des sols à des fins de production alimentaire, les rizières, les vignobles. Alors, j'ai choisi un de la colline du Prosecco, mais on pourrait citer les climats de Bourgogne, par exemple. Et donc, la reconnaissance assez récente et la protection des vignobles s'inscrit aujourd'hui dans la reconnaissance du patrimoine rural, des paysages ruraux. Et alors, la troisième catégorie des paysages culturels de l'UNESCO, c'est les paysages dits associatifs, qui sont donc liés à des valeurs et à des pratiques religieuses, cultuelles ou symboliques qui témoignent d'une exceptionnelle relation spirituelle que les hommes ont entretenue avec leur environnement à travers l'histoire. Les géants de l'île de Pâques, mais on pourrait aussi montrer Stonehenge, qui est un site également, un de ces paysages associatifs.
Alors, depuis 1981, l'ICOMOS a rédigé donc un certain nombre de textes relatifs à la protection, la conservation, voire la restauration des parcs et jardins, pour les plus remarquables d'entre eux en tout cas, et de manière également à encadrer les pratiques de conservation et de restauration et donner précisément ce qui manquait jusqu'alors, c'est-à-dire une sorte de guide de bonne conduite pour savoir comment intervenir dans un jardin historique en l'absence de réglementation véritable et de préserver donc la spécificité de ce jardin, de ces jardins. La charte de Florence a donc été rédigée en 1981. Il y a donc plus de 40 ans, et elle va traduire donc une série de réflexions relatives à l'entretien, la conservation, la restauration des jardins et toutes les mesures de protection légale et administrative susceptibles de garantir précisément la préservation de ces spécificités pour les générations à venir. Alors, ce qui est intéressant, vous voyez ici la photo de René Pecher, qui était président du comité ICOMOS-IFLA lorsque la charte a été rédigée à l'occasion de ce colloque à Florence. C'est la définition qui va être donnée du jardin historique et qui avait déjà été partiellement énoncée en 1971 par le comité scientifique des jardins, sites et paysages, sous la présidence donc de René Pecher, qui va décréter que le jardin historique est une composition architecturale et végétale qui, du point de vue de l'histoire et de l'art, présente un intérêt public. Et l'article 2 précise son aspect résulte d'un perpétuel équilibre entre le mouvement des saisons, le développement et le dépérissement de la nature, et la volonté d'art et d'artifice qui tend à en pérenniser l'état. En ce sens, il s'agit bien d'un monument vivant et donc périssable, renouvelable, puisqu'évidemment, le végétal va être renouvelé parfois à de nombreuses reprises sur la durée de vie du jardin. L'article 9 précise que la sauvegarde des jardins exige qu'ils soient identifiés et inventoriés. On a vu que ces opérations sont très largement en cours, voire finalisées dans beaucoup de pays d'Europe, et qu'elle impose des interventions différenciées, qui sont l'entretien, la conservation et la restauration. L'authenticité d'un jardin concerne aussi bien son dessin, son tracé, le volume de ses différentes parties que ses décors, les choix des végétaux, etc., qui le constituent. Alors, cette définition du jardin comme monument vivant, elle met en exergue, je pense, un phénomène d'artialisation. Donc, le jardin, c'est un lieu anthropisé, contrairement à un site naturel. Ça le distingue des sites naturels. Le jardin est de surcroît, lorsqu'il est ancien, un espace globalement anthropisé. Donc, on voit ici un exemple de jardin qui peut, dans l'image en haut à gauche, paraître relativement naturel, mais on constate assez vite qu'il y a toute une série d'éléments architecturés ou construits ou plantés et des axes qui montrent clairement qu'il s'agit d'un site largement anthropisé. Donc, le jardin est bien une œuvre combinée de l'homme et de la nature dans des proportions suivant des équilibres qui seront extrêmement variables en fonction des modèles et en fonction des styles, et les jardins nécessitant des actions d'entretien qui seront plus ou moins contraignantes, destinées à maintenir les spécificités bâties et non bâties. Enfin, le jardin monument vivant insiste également, ou annonce en tout cas, le rôle important de la saisonnalité sur l'évolution et la perception du jardin au fil du temps. Donc, on se rend compte qu'effectivement, c'est bien un monument vivant. Les effets induits par cette définition de monument vivant se révèlent considérables, imposant notamment à l'historien et aux gestionnaires l'obligation d'étudier les jardins dans tout ce que Monique Mosser appelle, avec cette jolie expression, leur épaisseur temporelle, à travers leurs évolutions, leurs transformations successives au fil du temps. Au-delà des actions de leur épaisseur temporelle, donc j'aime beaucoup cette image parce qu'on voit le passage du temps et forcément des intentions qui à certains moments ont dû être différentes. Et on a néanmoins gardé ici cette espèce de rupture dans cet axe.
Voilà. Et autre exemple de cette évolution et de cette transformation des jardins dans le domaine de Sceaux. Dans les années 1930, l'architecte gestionnaire du domaine introduit, suivant la mode japonisante de l'époque, des cerisiers japonais à la place des bosquets baroques dans un des espaces du parc. Et cette partie des jardins mérite, elle aussi, aujourd'hui, d'être conservée comme un témoignage de cette période. Au-delà des actions d'entretien et de maintenance qui se révèlent nécessairement continues, les articles 15 à 17 de la Charte définissent 4 modalités d'intervention bien distinctes. La restauration, la restitution, l'évocation et la création. Alors, j'ai choisi 4 exemples. Bon, je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails, comme je le ferai dans un cours sur la Charte de Florence. Ce qui distingue la restauration de la restitution, c'est le fait de revenir ou non à un état historique donné et bien documenté qui justifie évidemment l'appellation restitution, alors que la restauration, en principe, l'opération de restauration ne pourra pas privilégier le retour à une phase historique déterminante, mais au contraire va devoir combiner un certain nombre d'éléments qui subsistent de différentes périodes de l'histoire du jardin. Donc, un exemple de restauration ici, c'est un exemple de villa à Turin qui montre la restauration de cette emprise du jardin sur base de cette magnifique gravure du XVIIe siècle qui a amené à la restauration à la fois du bâti et de l'espace du jardin. Pour certains éléments architecturaux, et là, on voit que la Charte de Florence est un document complémentaire de la Charte de Venise qui précise que lorsqu'une intervention de restauration est faite sur un monument historique, il faut que cette restauration soit visible et qu'elle soit à la limite réversible. Donc ici, c'est peut-être légèrement distinguable. Vous avez 2 tonalités dans les enduits de restauration qui indiquent les parties anciennes par rapport aux parties qui ont été restaurées. Voici un exemple de restitution historique. Donc là, je pense que l'image est suffisamment explicite, montre bien qu'on a voulu retourner à un état historique donné qui est à l'aube du XVIIIe siècle, le jardin baroque du jardin privatif donc de la cour d'Angleterre, où là, il s'agit, d'après toute une documentation historique et archéologique, de montrer au public une image la plus proche possible de ce qu'était ce jardin dans les années 1705, aussi bien du point de vue bâti, construit, que des eaux, que des éléments végétaux. Donc on parle dans ce cas-là d'une restitution historique et vous voyez par quelle phase est passé ce chantier pour permettre de garantir que ce que l'on propose comme une restitution est effectivement, du point de vue de l'état du niveau de sol sur lequel va être replacé ce jardin, est effectivement une véritable restitution historique. La même démarche a été appliquée dans les jardins du château de Versailles pour la partie du grand axe, ce qu'on appelle le tapis vert, l'axe qui relie les pieds des escaliers du palais jusqu'au bassin du char d'Apollon, où on a, vous le voyez dans l'image du bas, replanté les alignements de marronniers, remis en place la statuaire, exactement comme elle avait été imaginée sous le nôtre à la fin du XVIIe siècle. On parle donc d'une restitution historique. La même réflexion a été appliquée à pratiquement tous les bosquets du domaine de Versailles. Alors, une notion qui est peut-être un peu plus complexe, c'est l'évocation que définit la Charte. Lorsqu'aucun jardin n'a existé ou lorsqu'il n'en subsiste aucune trace suffisante, on peut imaginer une composition qui s'inspire de formes traditionnelles. Et ces formes traditionnelles, en l'occurrence ici, c'est des formes de la Renaissance. Et donc, ce jardin de Villandry a été recomposé en 1910. Donc, il s'agit d'une évocation d'un jardin tel qu'il aurait pu exister à la Renaissance, mais qui, en l'occurrence, ici à Villandry, n'a pas existé sous cette forme-là. On parle donc d'une évocation. Enfin, la notion de création. Donc ici, c'est une intervention contemporaine à part entière. Et dans ce cas-ci, c'est le choix au domaine de Versailles
c'est l'exception qui confirme la règle, c'est le seul bosquet qui n'a pas été restitué dans ses formes historiques baroques et dans lequel on a proposé à un paysagiste, Louis Bonnec, de travailler avec un artiste pour créer un bosquet au dessin totalement contemporain, qui est donc ce nouveau théâtre d'eau qui s'inspire de formes traditionnelles, mais qui surtout évoque la notion de la musique qui était chère à Louis XIV, mais qui n'est en aucun cas la reformulation de formes qui ont existé sur les lieux. Donc c'est une création à part entière. Donc ça, ce sont les 4 attitudes que propose donc la Charte de Florence et qui restent aujourd'hui les lignes de conduite pour toutes les interventions en jardin historique. Alors, en son article 18, la Charte justifie de préserver les jardins historiques également pour leur substance et leur message culturel. C'est particulièrement vrai des jardins de l'époque des Lumières, que je connais sans doute un peu mieux que les autres, qui, à travers leur scénographie complexe, font voyager le visiteur dans des mondes imaginaires, souvent lointains, inspirés par le goût pour les voyages, pour l'exotisme, ou également l'engouement pour les fabriques, les constructions emblématiques. Et vous avez ici un exemple de jardin qui a existé dans la région d'Anvers, avec ce incroyable décor chinoisant, on va dire, ou encore donc cette fabrique emblématique dans le parc du château de Âtre, avec ce fameux rocher érigé en 1775-80 comme une énorme folie de pierre. D'autres jardins, c'était davantage l'intérêt pour la botanique, pour les collections, pour l'introduction d'essences venues de pays lointains, de plantes rares et étrangères, si possible exotiques, dont vous avez ici un exemple avec le jardin anglais du château de Belleuil, aménagé dans les années 1770-1780, et dont la scénographie montre assez bien l'usage de ces différents végétaux nouveaux, avec des pores relativement différents de tout ce que l'on connaissait jusqu'alors, avec notamment des arbres américains, des arbres érigés, hein, et dont vous voyez ici sans doute une des peintures qui rend peut-être le mieux cette unité formée donc par les éléments d'architecture et les éléments végétaux exotiques qui ont été introduits dans les jardins à la fin du XVIIIe siècle et qui participent de cette substance et de ce message culturel qui renvoie donc à ce goût de l'exotisme et de l'étranger. Au-delà du patrimoine matériel tangible et donc directement appréciable qui constitue la matière des jardins, ce patrimoine est également porteur de valeurs artistiques, culturelles, symboliques, voire philosophiques, parfois même littéraires. Certains jardins, comme c'est le cas à Annevoie, entretiennent des liens intimes avec des écrits romanesques ou, ici, en l'occurrence, poétiques, puisque cet écrit original de la main de Charles-Alexis de Montpellier est une ode à ces jardins qui s'appelait « Mes adieux à mes jardins d'Annevoie » dans lequel il décrit les différentes scènes de ces jardins et qui ont été d'une très grande aide pour la reconstitution mentale des jardins à la fin du XVIIIe siècle et qui inspirent grandement les restaurations en cours. Enfin, la Charte de Florence a été rédigée en 1981 dans un contexte de développement de l'écologie et du paysage. Et elle avait d'ailleurs anticipé d'éventuelles dégradations sur les jardins en mentionnant déjà de possibles atteintes au milieu physique susceptibles de mettre en danger l'équilibre écologique des jardins. C'est l'article 14. On pense par exemple aux dégradations qui ont été provoquées par les tempêtes à la fin des années 1990 en France et également à la raréfaction de l'eau, amenant à des usages beaucoup plus raisonnés dans la plupart des jardins. Donc vous voyez ici l'île aux enfants après les tempêtes des années 1990-2000 et la restauration qui en a été faite en haut. À Versailles, ces dégâts considérables sur le parc ont paradoxalement aidé l'architecte en chef Pierre-André Lablaude à valider ou à faire valider un plan de gestion qu'il avait en tête depuis longtemps, qui s'étalera sur 20 ans et visant
la restauration des grands effets paysagers voulus par André Le Nôtre 3 siècles plus tôt. Donc, ceci concerne l'ensemble des bosquets, vous en avez déjà vu tout à l'heure. Ça concerne également la restauration des effets d'eau qui participent directement de la scénographie des jardins de Versailles. Et ce plan de gestion incluait également la restauration des jardins de Trianon, qui, comme vous le savez peut-être, ont été conçus beaucoup plus tard, à la fin du XVIIIe siècle, dans un contexte culturel totalement différent, avec l'émergence du goût anglais et du goût pittoresque pour les jardins, ce qu'on va également appeler à Versailles le goût champêtre. Ces jardins vont accueillir toute une série de fabriques, de petits temples, comme on le voit ici, et également de collections de végétaux rares et étrangers. Donc la photo ici a été prise pendant les grands travaux de restauration, notamment de la rivière et de l'île du Temple d'Amour. Et voilà quelques vues donc après la restauration. J'aime bien le montrer parce que finalement, on voit assez rarement des restaurations de jardins anglais. On montre très souvent, ce qui est beaucoup plus courant, des grands jardins baroques. Voici les dessins que Pierre-André Lablaute avait, la manière dont il avait travaillé en s'inspirant des gravures, des dessins, des peintures pour essayer de reconstituer la scénographie végétale qui accompagnait les scènes construites et également toute la complexité de ce jardin de Trianon et de ses multiples vues qui avaient été pensées dans les années 1780 et qui ont dû également être reconstituées. Donc, vous voyez qu'on travaille là un peu de manière identique aux architectes, c'est-à-dire sur base de plans, de cadrage de vues, pour essayer de reconstituer ces scénographies, ces axes de vue. Quelques images encore ce que vous voyez là à gauche, c'est le petit Trianon. Pour l'anecdote, ce jardin donnait d'un côté sur le jardin français, donc un jardin régulier, et de l'autre sur un jardin anglais, qui est le jardin que vous voyez là. C'est ce qu'on appelait à l'époque le goût mélangé, qui était très à la mode. Et depuis Trianon, vous rejoignez alors le hameau de la Reine, qui est par excellence un jardin champêtre, à travers donc ces paysages également extrêmement champêtres, et la reconstitution qui en a été faite par Pierre-André Lablaute est assez remarquable. En 1999, un deuxième document est venu compléter la charte de Florence. Il a été rédigé et signé donc, dans un contexte hollandais, dans la ville de Arnhem, lors d'un symposium international qui s'intitulait The Future of the Historic Park, qui s'est tenu donc à Arnhem sous la présidence d'Europa Nostra. Et le texte visait en particulier les parcs publics monumentaux aux Pays-Bas, créés avant la Seconde Guerre mondiale, qui, pour la plupart, étaient des parcs publics, souvent urbains, et qui étaient pour 99% non protégés à l'époque. Donc, autant des parcs privés avaient fait l'objet de protection, autant on s'est rendu compte que pratiquement aucun parc public n'avait été protégé. Et donc, la volonté, les intentions de cette déclaration étaient directement portait directement sur les parcs publics aux Pays-Bas, mais avait aussi une dimension européenne, et une grande partie de cette déclaration vise la nécessité de la dimension européenne de la protection des parcs et jardins, et également le premier document qui insiste sur la nécessité de faire des échanges de connaissances et d'expériences dans la restauration des jardins, et également d'intégrer une approche pluridisciplinaire pour sa conservation et sa restauration. Et enfin, elle insiste sur une chose qui est encore d'autant plus vraie de nos jours, c'est la nécessité pour les autorités publiques de prévoir des budgets suffisants pour préserver ces parcs. Voilà un exemple de parc hollandais qui depuis a été classé, le Vondelpark, qui a changé de nom 3 fois, qui s'appelait le New Park à l'époque, puis quand il n'a plus été jugé suffisamment nouveau, on l'a appelé Wandelpark, le parc de promenade, et qui était un parc mixte avec des parties régulières et des parties irrégulières, comme ça a été souvent le cas des créations de la fin du XIXe siècle. Cette réflexion amènera ICOMOS en 2014
a rédigé une nouvelle déclaration sur les parcs publics urbains qui sera rédigée à Canberra donc à partir de 2014 et publiée en 2017. Cette déclaration vient donc compléter la Charte de Florence, mais aussi la recommandation de l'UNESCO sur le paysage historique urbain qui elle, date de 2011. Et elle constitue le premier outil de l'UNESCO visant à préserver l'environnement paysager dans un objectif de développement urbain cette fois-ci. Le texte vise la préservation des parcs publics urbains, principalement ceux qui ont été créés à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, en considérant que ces parcs, essentiellement paysagers, constituent une partie importante de la planification urbaine de la fin du XIXe siècle et participent donc de l'identité constitutive des villes modernes, dans lesquelles on ne pouvait pas imaginer à l'époque une ville moderne sans un parc public. On pense évidemment, alors ici c'est la promenade qui traverse l'ancien parc des Bastions à Genève, où se trouve l'université, au pied de la ville ancienne, mais on pense évidemment surtout à tout le réseau des parcs, jardins, squares, promenades et boulevards imaginés sous la volonté de Napoléon III et sous la direction du baron Haussmann, avec toute cette équipe, un paysagiste, un horticulteur et un ingénieur. Et donc, on voit cette question des bureaux pluridisciplinaires qui émergent et surtout des techniciens. Et le rôle des ingénieurs, le rôle d'Alphand, en l'occurrence ici, va être essentiel dans l'aménagement de tous ces grands parcs urbains de Paris, ces véritables îlots de verdure, dont le plus remarquable, le plus particulier sera celui des Buttes-Chaumont, aménagé sur une ancienne décharge publique. Donc on est en 1867, le parc est inauguré pour l'exposition universelle de Paris de 1867. Il est aménagé sur une ancienne décharge publique sur laquelle, qui est elle-même une ancienne exploitation de marne et de gypse. Donc c'est presque une opération de revitalisation industrielle avant la lettre, on peut dire. Et donc c'était le clou de l'exposition, semble-t-il, de 1867. Alors, je montre aussi quelques vues photos de la fin du 19e siècle pour vous montrer ce caractère éminemment pittoresque du lieu qui aujourd'hui est un peu atténué par le développement de la végétation, mais l'importance de ces enrochements qui étaient encore beaucoup plus visibles qu'ils ne le sont aujourd'hui et qui transportaient les visiteurs vraiment dans un monde totalement différent. Donc on était en ville, mais on était en même temps totalement dans la campagne. Le parc de Lyon, la Tête d'Or, est aussi sans doute un des meilleurs exemples aujourd'hui. Si vous voulez vous rendre compte de ce qu'était un parc public urbain en France au XIXe siècle, allez voir le parc de la Tête d'Or. Il est remarquablement conservé et extrêmement bien géré. Alors, à Bruxelles, Léopold II va également entreprendre toute une série de créations de parcs, jardins, squares et avenues, dont un grand nombre subsistent, remarquablement mis en valeur dans l'exposition organisée par le CIVA il y a quelques années sur les 2 siècles et demi de parcs et jardins publics à Bruxelles. Et vous voyez là des plans mis à la même échelle de tous les parcs de Bruxelles, dont notamment à droite le bois de la Cambre, hein, et à gauche le parc des étangs d'Ixelles. Alors, tous ces parcs étaient accompagnés de promenades, d'avenues. Vous voyez ici les fameuses promenades sur les anciens remparts de la ville de Bruxelles, qui est la promenade du Botanique. Le boulevard qui deviendra l'avenue Louise, qui est le grand boulevard qui reliait le centre-ville au parc du Bois de la Cambre, avec ses fameuses araucarias, dont quelques-uns subsistent aujourd'hui. Je n'ose pas imaginer aujourd'hui de proposer à la ville de replanter des araucarias en cette période où la biodiversité est vantée et souvent réduite, on le verra un peu plus loin. Et en bas, vous avez l'avenue de Tervuren, grand axe paysager de Bruxelles qui mène au parc de Woluwe. Et donc, tous ces grands ensembles, tous ces grands parcs paysagers et ces avenues plantées sont directement visés donc, par cette déclaration sur les parcs publics historiques urbains. On voit ici les très beaux vallonnements du parc de Woluwe. Ça aussi, c'est une caractéristique des parcs paysagers du 19e siècle.
Et puis, ben, il faudrait aussi mentionner, au-delà des parcs européens, évidemment, le modèle va s'exporter aux États-Unis et Frédéric Law Olmsted avec Calvert Vaux vont donc proposer ce grand parc à l'anglaise, puisqu'il a visité l'Angleterre et va transposer le concept du jardin anglais dans ce grand site de New York. C'est sans doute le seul grand parc paysager qui est inscrit dans un parfait rectangle au cœur d'une ville moderne et qui constitue ce qu'on appelait à l'époque une promenade publique. Alors, ces grands projets de Olmsted vont au-delà de proposer des grandes promenades et parcs paysagers, puisqu'il faut quand même le dire, Olmsted avait aussi une vision sociale, puisqu'il était persuadé, et il avait travaillé avec des psychiatres sur le sujet, que le parc public, le fait de rendre des parcs publics aux citoyens améliorait leur bien-être et influait également sur leur psychologie et donc était susceptible d'améliorer leur qualité de vie, ce qui était pour l'époque, en 1880, quand même assez avant-gardiste. Alors, pour sortir aussi un peu du contexte européocentré, ce très beau parc public dans la ville ancienne de Fès, qui a fait l'objet d'un magnifique projet de restauration il y a moins de 10 ans, qui est également une très belle promenade et qui est envahie de promeneurs et de visiteurs à la fin du jour, pratiquement chacune des journées après 5 heures. Donc, on voit à travers ces exemples que les parcs publics urbains ont directement contribué à l'image des villes modernes, mais également des villes anciennes et continuent de jouer un rôle essentiel dans les diverses fonctions urbaines et l'opportunité de permettre aux citoyens de se connecter à la nature, y compris dans des milieux urbanisés. Or, une grande majorité de ces parcs urbains ont perdu au fil du temps leur dessin, ont perdu leurs principales caractéristiques, ont perdu une grande part de leur plantation et également de leur fonction sociétale. Ces espaces étaient jardins multifonctionnels. Or, dans l'après-guerre, ils ont souvent été réduits à ce qu'on appelle alors des espaces verts, c'est-à-dire des équipements à vocation essentiellement récréative et sanitaire, sans véritable qualité de composition paysagère. On a vu de nombreux parcs dont le dessin a été simplifié, les cheminements transformés, uniformisés avec des matériaux modernes, intégrer des éléments qui n'avaient pas lieu d'être, notamment des terrains de sport, des terrains de jeu, remplacer les arbres malades par de plus en plus d'essences moins coûteuses et plus courantes, provoquant la disparition des espèces exotiques, en phase avec les grands développements horticoles du XIXe siècle. Enfin, la disparition de tous les massifs arbustifs et les plantes à fleurs ou leur remplacement par des essences modernes moins originales. Tous ces textes rédigés par des comités d'experts internationaux, la Charte de Florence, les déclarations d'Arnhem et de Canberra, attestent de la reconnaissance des hautes valeurs culturelles portées par les jardins historiques à travers le monde. Les sociétés et les civilisations dans leur très grande diversité. Dans le même temps, ces textes mettent en exergue les enjeux liés à la conservation et la restauration de ce patrimoine matériel et immatériel, à l'importance de la transmission des savoirs et des savoir-faire traditionnels qui contribuent à leur identité, mais aussi à leur authenticité et à leur intégrité. Donc, je vais illustrer assez rapidement quelques-uns de ces savoirs et de ces savoir-faire qui constituent vraiment le fondement de ce patrimoine du jardin comme monument vivant, lieu de mise en œuvre des savoirs techniques et pratiques multiples, souvent bien documentés à travers des traités, des manuels, des ouvrages théoriques, mais également des archives, mais de moins en moins pratiqués. Les artisans se font rares et les chantiers dans lesquels ils peuvent intervenir le sont de plus en plus également. Seuls de grands domaines ont encore les moyens d'initier de tels programmes de restauration, incluant des ouvrages d'art traditionnels, la participation d'artisans et d'hommes de métier. Parmi ces métiers, on peut citer notamment le treillage, qui est extrêmement pratiqué dès la Renaissance, mais encore abondamment à l'époque baroque. Également le plessis,
qui est cet art de tresser des brins de châtaignier pour en faire des ouvrages, soit d'assises avec des bancs ou des clôtures, comme on peut les voir sur certaines tapisseries ou manuscrits anciens. L'art de la rocaille, qui lui aussi est original et venait donner un caractère un peu exotique au décor baroque des bosquets, notamment dans les jardins français. C'est fait avec tous ces éléments de la nature. Tous les savoirs techniques, et parmi lesquels notamment la compréhension des grands réseaux d'alimentation, des réseaux d'approvisionnement, d'alimentation des jardins, les ouvrages qui les contiennent, les réservoirs, etc., font partie également des savoirs qui se transmettent à travers la conservation de ces jardins. Réseaux qui sont parfois extrêmement complexes. Vous voyez ici le réseau des jardins danois dans un document produit il y a quelques années avec un détail de tous les réseaux intérieurs des jardins. La tradition du potager fruitier, qui est très ancrée également dans l'art des jardins depuis pratiquement le Moyen-Âge, mais surtout à l'époque baroque, va donner lieu à un fameux modèle qui sera celui du potager du roi à Versailles, développé par le jardinier Lacintini, et qui va devenir en quelque sorte un modèle à travers toute l'Europe. Tous les grands châteaux, toutes les grandes maisons qui auront des jardins potagers y associeront donc des petits fruits et en feront des grands enclos pour mettre en valeur ces planches potagères, ces planches fruitières qui seront ainsi installées dans des sortes de microclimats avec des murs, avec des clôtures qui vont permettre de les exposer de manière extrêmement favorable. Et donc vous voyez ici toute la tradition notamment des arbres palissés qui est non pas en voie de disparition mais dont plus que quelques pépiniéristes maîtrisent encore clairement cet art. Voilà les jardins du château de Aix, qui, dans le Limbourg belge, qui est un des plus beaux exemples de potager historique conservé dans ses dimensions anciennes, c'est-à-dire les chemins n'ont pas été élargis pour faire passer des grosses machines. On a conservé la structure et les planches de culture. De cette tradition relèvent aussi toutes les formes de plantations fruitières, les vergers dits de plein vent, donc qui s'oppose généralement aux vergers palissés. Donc, vous voyez ici quelques exemples sur des palissés sur des murs. La Hollande s'est fait une spécialité de ce qu'on appelle murs à fruits. Oui, les murs à fruits. Et vous voyez ici pas seulement des murs plats, mais également toutes des formes ondulantes ou avec des retranchements ou des murs pendulaires qui permettaient d'utiliser et de mettre à profit de manière exemplaire l'exposition au soleil. Et donc, ces formes palissées, si identitaires des jardins classiques, sont encore pratiquées, notamment par Olivier de Bézieux dans la pépinière d'Anguien, qui est sans doute une des pépinières les plus spécialisées dans ces productions et dans également le choix et la sélection des variétés qui sont les plus adaptées pour produire ces multiples formes palissées. Alors, toute la gestion du patrimoine végétal, c'est aussi un savoir-faire et un savoir pratique qui se transmet. Ces allées ont souvent été perpétuées à travers le temps, donc on les retrouve très souvent dans les documents cartographiques et elles ont été renouvelées à plusieurs reprises de leur existence, donc parfois avec des changements d'essence aussi. Vous voyez ici la grande allée du château de Aix, une des plus anciennes allées de Belgique, qui se trouve à Denderlo, à Tongerlo, et qui est une allée de tilleul. Donc, c'est le plus souvent, le tilleul fait partie des arbres, en tout cas pour les grandes allées, qui restent la plus longue durée de vie. Alors, certains diront, cette allée n'est plus très belle, elle est totalement incomplète. Il subsiste peut-être un tiers ou à peine la moitié des arbres, mais néanmoins, elle garde son intérêt paysager. Donc, on considère généralement que tant que l'allée garde et joue son rôle d'effet perspective pour encadrer un grand axe de vue, elle mérite d'être préservée dans son ensemble.
Une fois que le nombre d'arbres est devenu trop insuffisant pour produire cet effet d'ensemble, on peut alors envisager de renouveler l'ensemble de l'allée. Alors aujourd'hui, il y a des démarches un peu étonnantes qui s'opèrent dans des jardins historiques, ici en Suède, un grand jardin protégé. L'idée de préserver la génétique de l'arbre et donc de conserver un spécimen alors que vous voyez que tout le reste de l'alignement a été replanté. Donc ça peut visuellement être un petit peu curieux, mais c'est la volonté de préserver spécifiquement donc, la valeur génétique de cet arbre pour éventuellement reproduire des semences et éventuellement pouvoir réutiliser la variété ancienne qui avait été choisie au XVIIe siècle. Alors, l'Agence flamande du patrimoine a produit énormément de manuels qui sont extrêmement utiles pour la gestion des jardins historiques et du patrimoine en général. Et vous pouvez notamment trouver ce manuel pour la gestion des allées d'arbres qui, comme je viens de l'expliquer, détermine toute une série de critères à partir desquels il apparaît intéressant de remplacer ou non des allées. Et donc, il y a toute une série de cas qui sont analysés, étudiés. Et c'est le seul manuel de ce type que je connaisse et qui apporte une véritable connaissance sur la gestion des modèles de gestion de ces grandes plantations d'alignement qui constituent vraiment des signes importants des jardins, mais parfois du paysage, parce qu'ils se prolongent souvent au-delà des jardins. Alors, il y a également toute la gestion et la pratique de la taille du végétal, de la mise en forme des éléments végétaux qui contribuent évidemment aux formes des jardins. Avec ici l'exemple du dôme. Donc, toutes les palissades latérales viennent d'être replantées en charme et le dôme, lui, est ancien et est en train d'être complété et renforcé pour pouvoir perdurer. Et là, ce sont donc le recalibrage de toutes les haies et une série de replantations à Annevoie qui visent à reconstituer la scénographie des jardins telle qu'elle existait à la fin du XVIIIe siècle d'après les tableaux et les dessins que l'on a conservés. On voit évidemment que l'identité de ces jardins, ici à Annevoie, est extrêmement dépendante du maintien et de la gestion de ces structures végétales, sans quoi on perd assez vite la lisibilité des intentions. Alors, c'est plus rare. Le goût de la collection a toujours existé dans les jardins, en particulier à la fin du XVIIIe siècle. Mais aujourd'hui, c'est plus rare de voir des propriétaires qui s'engagent dans des grandes collections dendrologiques. Et vous voyez ici l'arboretum conçu par Philippe de Spoelberg à Ouespelard, qui était au départ une collection privée et qu'il a ouvert au public il y a une bonne dizaine d'années, qui est un conservatoire donc, de plantes ligneuses des climats tempérés, dans lequel il crée également un certain nombre d'hybrides, notamment de magnolias, et il y mène également des recherches sur le développement et l'adaptation des plantes à leur milieu naturel. Il refuse d'aménager les sols pour faire installer des collections de plantes qui seraient exotiques, mais cherche à voir la limite d'installation des plantes dans leur milieu naturel. Et last but not least, il y a aussi des recherches qui sont menées sur la manière d'utiliser les plantes à l'avenir dans un contexte d'évolution climatique avec le déplacement géographique des essences, des espèces de plus en plus du sud vers le nord. Et vous voyez là la grande prairie des magnolias, donc une collection nationale, la plus importante de Belgique, de toutes les variétés des magnolias. Je pense qu'on doit être dedans là à présent. Vu qu'il y a beaucoup d'hybrides et beaucoup de variétés étrangères, le magnolia, il y a des variétés qui viennent d'Amérique et des variétés qui viennent d'Asie. Il ne faut pas les confondre. Et puis, il y a beaucoup d'hybrides. Et donc, quand vous avez une collection aussi complète qu'à Ouespelard, eh bien, les floraisons s'étalent sur plusieurs semaines, ce qui n'est pas le cas, évidemment, quand vous avez uniquement une ou deux variétés dans votre jardin. Alors, jadis, dans les grands domaines historiques, il y avait une tradition qui était l'héritage des charges des jardiniers. Donc, on se transmettait les charges de jardiniers
de génération en génération. Ça faisait partie de l'héritage qu'on transmettait à ses enfants et la garantie de leur donner un emploi. Vous connaissez peut-être l'exemple des Mollets, des Francines, les Francini, les hydrauliciens, qui ont 7 générations qui ont travaillé pour les rois de France, les Mansart également. Au cours du XXe siècle, la plupart de ces savoirs vont disparaître et les jardins ne seront plus gérés, mais simplement nettoyés. De nombreux vergers et potagers vont être abandonnés, l'évolution des matériels va évoluer et va accentuer cette perte de la connaissance et des pratiques, la spécificité du jardinier et de domaine historique finira par disparaître. En France, en 1992, a été reconstitué le corps des jardiniers d'art du ministère de la Culture en intégrant un corps de jardiniers au titre de spécialité des végétaux. Donc ça, c'est une tradition dans les domaines nationaux de France. Et le fait d'y intégrer des jardiniers va permettre de créer une espèce de corporation des jardiniers et leur donner le titre de jardinier d'art. Leur formation comprend une initiation à l'histoire de l'art des jardins et des styles, des formations de perfectionnement aux techniques anciennes, la tonte des taupières, la taille dans les règles de l'art, l'entretien des plantes en caisse, la technique de la greffe, par exemple. Également des formations à toutes les nouvelles technologies, je pense aux arrosages, à la gestion écologique, à la lutte biologique. Ils vont également développer donc toute une série de missions que vous voyez énumérées ici, qui vont de la simple tonte jusqu'à la création de mosaïculture, ce qui est vraiment une tradition jardinière du 19e siècle. Et ils sont intégrés dans des projets d'études préalables sur des jardins et intégrés dans les chantiers de restauration, ce qui donne une vraie valeur ajoutée au métier de jardinier qui contribue à la transmission des savoirs et à la réalisation également de ces jardins restaurés. Et puis, il y a également une formation pour les jardiniers en chef à l'élaboration des plans de gestion, ce qui est aussi quelque chose d'extrêmement complexe. Et donc, cette formation et cette reconnaissance du jardinier d'art va également mener à toute une série de réflexions sur la manière de réintroduire certaines pratiques. Vous voyez ici, là, par exemple, l'usage du fameux croissant, à l'image de ce que vous voyez sur la peinture du domaine de Saint-Cloud. Les jardiniers français ont réintroduit l'usage de cet outil. Alors, s'est créé récemment un réseau des Kitchen Garden Network qui implique 27 partenaires européens, dont le National Trust Grande-Bretagne et Écosse, et une dizaine de sites qui conservent des potagers historiques emmurés, qui entretiennent depuis 2 ans des conférences en ligne et qui font vivre ce réseau des Kitchen Garden, Historic Kitchen Garden. En Hollande, vous voyez qu'il y a une Dutch Guild of Gardeners, donc il y a une guilde des jardiniers. Et en Angleterre, English Heritage a organisé des recrutements pour des formations spécifiques, écoutez bien, pour des jardiniers de potagers historiques. Et ils ont des centaines de demandes par an. Et ils forment des dizaines de jardiniers de potagers historiques par an, rien que pour entretenir les jardins d'Angleterre. Donc on est à 100 lieues de ce qui se passe chez nous. Alors en 2004 a été créé un label, vous avez peut-être déjà entendu parler du label Jardin Remarquable, qui est une initiative du ministère de la Culture française en concertation avec le Conseil national des parcs et jardins. Et en France, existe déjà 443 jardins labellisés. C'est un label attribué pour 5 ans et qui est renouvelable et qui s'applique aujourd'hui également en Belgique, en tout cas en Wallonie. Vous voyez les critères d'exigence, c'est à la fois des qualités paysagères, de l'intégration également du jardin dans son environnement, le fait qu'il y ait ou non des éléments remarquables, qu'ils soient végétaux ou bâtis, le respect des aménagements historiques et également la qualité de l'accueil de tous les publics et le respect de l'environnement et la mise en œuvre d'actions de gestion écologique. Et donc en Wallonie, vous avez une
quinzaine de jardins qui ont aujourd'hui reçu ce label. Alors, il faut bien distinguer, ce n'est pas une protection, ce n'est pas une loi de protection, ce n'est même pas un arrêté, c'est une reconnaissance, donc une durée de 5 ans qui est renouvelable éventuellement. L'objectif, c'est de valoriser les jardins, mais aussi de les mettre dans le circuit touristique et de favoriser l'intérêt du grand public pour des jardins qui ne sont pas nécessairement des jardins de prestige, mais qui sont parfois des jardins de famille, qui se transmettent aussi avec parfois des initiatives parfois très originales, même parfois un peu kitsch, mais qui valorisent aussi un certain nombre de savoir-faire. Alors, par-delà leur valeur patrimoniale, les parcs et jardins historiques abritent aussi une diversité de milieux qui accueillent différentes formes de nature. Alors, parmi ces milieux les plus évidents et que nous connaissons tous, ce sont les arbres. On l'a évoqué tout à l'heure, l'importance des arbres dans un jardin. Et encore plus important, la présence de générations d'arbres. Donc on considère, en tout cas les dendrologues considèrent que pour un parc historique est une chance de se perpétuer et une espérance de vie et d'avenir, il faut qu'il s'y trouve des arbres de 3 générations au moins. Les grands arbres historiques anciens qui donnent vraiment de la valeur et un caractère pittoresque au parc, des arbres jeunes qui assurent la relève et entre les deux, des générations intermédiaires qui vont prendre le relais rapidement des grands arbres. Et donc, cette coexistence successive de plantations opérées à différentes périodes est la garantie d'une gestion d'avenir d'un parc historique. Or, on sait aujourd'hui le rôle essentiel joué par les arbres, notamment dans l'absorption du CO2, comme puits carbone, puisque l'arbre est une forme d'écosystème qui absorbe et séquestre plus de carbone qu'elle n'en rejette dans l'atmosphère. L'état d'un jardin étant toujours le résultat d'un processus historique, il se nourrit d'interactions continues entre le milieu naturel, le site sur lequel le jardin est aménagé, et des volontés humaines plus ou moins affirmées dans l'entretien, la maintenance, la restauration, qui donne lieu à toute une série d'actions qui vont modifier la végétation qui a été mise en place ou celle qui était préexistante. Dans ce processus ininterrompu, les parcs et jardins évoluent aussi dans leur forme, mais aussi dans leurs associations végétales et animales. Ils abritent aujourd'hui des milieux de vie et des habitats au sens écologique. Ces milieux de vie constituent à la fois un patrimoine naturel et des ressources en termes de biodiversité qui aujourd'hui peuvent être protégées au terme de la législation sur la nature. Donc, vous connaissez sans doute au moins 2 noms, le réseau Natura 2000, qui couvre en Wallonie 240 sites et tout de même 13% du territoire régional, et qui constitue l'essentiel de ce qu'on appelle le réseau écologique wallon. Toutes ces cartes, vous les trouvez sur le portail cartographique du service public de Wallonie, et qui constitue donc cette structure écologique principale dont vous voyez ici en vert foncé les sites Natura 2000 et en vert plus clair les autres sites qui participent de cette structure écologique principale, avec des sites de plus ou moins grande importance et leur répartition également au cœur du territoire. Ces nombreux enjeux environnementaux contemporains rendent la conservation des jardins en tant que monuments vivants de plus en plus complexe, je dirais même improbable, face à la raréfaction de l'eau, à la dégradation des écosystèmes, à la multiplication des espèces invasives et des problèmes sanitaires, également l'apparition de maladies émergentes, fragilisant le patrimoine végétal, enfin les effets déjà perceptibles du changement climatique sur les cycles du vivant. On connaît tous les floraisons précoces ou les gels tardifs. Ces nouvelles contraintes affectent déjà significativement certains réseaux d'alimentation en eau des jardins, condamnant l'approvisionnement de certains bassins ou étangs, comme ici à Audoumont ou à Aix. Face à ces défis, la conservation et la valorisation des parcs historiques ne peut plus se fonder sur les seules valeurs culturelles ou esthétiques, mais elles engagent désormais des choix éthiques à travers la prise en compte de nouvelles valeurs environnementales, la qualité et la diversité des milieux abrités, à la fois en termes de faune et de flore,
La gestion raisonnée des ressources, en eau principalement, mais aussi en termes de végétaux et de nature. La préservation des étangs et des zones humides est au cœur des enjeux écologiques. La préservation, voire le renforcement de la biodiversité, ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, mais aussi la biodiversité spécifique des parcs et jardins. De nombreux propriétaires sont déjà engagés dans une gestion plus respectueuse, plus durable de la nature, notamment par la mise en gestion différenciée de zones ouvertes ou la création de prairies fleuries. On voit également des nombreuses tentatives d'exploiter le potentiel de résilience de certaines espèces végétales en réintroduisant, par exemple, des ormes, la replantation de vergers, de pré-vergers, comme ici à Freyr, qui est à la fois une manière de retrouver les orientations et les valeurs paysagères du site et en même temps lui donner une signification en termes de biodiversité et signification écologique en association avec la réserve de chauves-souris qui se trouve à proximité, abritée dans une ancienne grotte du domaine. On voit aussi le maintien de plus en plus fréquent des arbres morts dans les bosquets ou dans les boisements, et également l'exploitation de toute une série de déchets recyclés dans des circuits courts. Enfin, à travers leurs diverses composantes, les parcs historiques abritent de nombreuses fonctions qui sont essentielles et qu'on appelle aujourd'hui les services écosystémiques. Ces services sont mieux connus donc sous la forme des services de production. On pense à tous les potagers, les vergers, le boisement, etc., les pépinières, les services de régulation qui sont assurés notamment par les réseaux hydrauliques et hydrologiques, et également tous les services dits de support et de soutien qui sont essentiellement les fonctions socio-récréatives, de loisirs, de bien-être que représentent les parcs urbains, on l'a dit, mais aussi le jardin dans leur ensemble et leur diversité. De tout cela, on retient que l'idée directrice d'une gestion intégrée qui viserait à protéger à la fois les sites patrimoniaux et les espèces qui y vivent dans un écosystème idéal peut sembler la réponse idéale. Ce modèle de gestion intégrée se heurte toutefois à différentes logiques et différentes réglementations, régissant d'une part la protection du patrimoine culturel et d'autre part la protection de la nature et de la forêt. Certaines mesures de conservation-restauration du patrimoine entrent effectivement en conflit avec d'autres logiques de gestion écologique, stricto sensu. Cet état de droit place les propriétaires et les gestionnaires face à des choix et des arbitrages parfois délicats. Deux exemples de résultats positifs. En France, au domaine de Sceaux, la pratique de gestion intégrée dans un contexte protégé. Le parc, le domaine de Sceaux fait plusieurs centaines d'hectares et dans ces plusieurs centaines d'hectares, vous voyez 4 codes de couleurs qui correspondent à 4 codes de gestion, plus ou moins fortes. Donc, les zones jaunes sont des zones nature, des zones naturelles, dans lesquelles la gestion de la nature est privilégiée par rapport à toute autre forme de gestion, ce qui implique un entretien minimal, voire une fermeture au public. Alors, on constate qu'il y a quand même 7 hectares qui sont traités en zone naturelle prioritaire. Et donc, montrer que dans un parc historique de grande renommée, on peut également associer une démarche qui va jusqu'à même interdire l'usage de certaines zones au public, dans la mesure où beaucoup d'autres zones sont-elles entièrement accessibles. En Flandre, la législation a été révisée en 2017 pour consacrer pour la première fois l'élaboration de plans de gestion intégrés associant patrimoine et nature. Et depuis 2020, le gouvernement flamand ambitionne de mettre en œuvre un plan directeur pour la gestion des domaines historiques, associant l'ensemble des acteurs privés, publics, réseaux associatifs, etc., sous la forme d'un instrument participatif. Là encore, il s'agit d'intégrer des valeurs écologiques spécifiques dans les plans de gestion. Et vous voyez ici l'exemple du château de Pouck, en Flandre occidentale, et la manière dont s'exprime un plan de gestion à travers ce plan extrêmement coloré.
C'est dans cet objectif qu'a été initié un projet de recherche exploratoire portant sur la biodiversité présente et potentielle dans les parcs historiques en Belgique. Comment réconcilier, excusez-moi, c'était des exemples de gestion donc à Pouc, vous voyez très bien ces replantations d'arbres qui tolèrent à certains moments des zones d'inondation, et puis pour le reste des usages également de recyclage des déchets et des usages des coupes de bois. Donc un projet de recherche exploratoire a été initié en 2021. Il est actuellement mené dans les 3 régions du pays avec plus de 70 propriétaires et gestionnaires de parcs privés et publics. Il a déjà permis de réaliser avec les étudiants également une série d'études de parcs, de jardins et également de TFE axés sur le rôle des parcs et jardins dans le renforcement de la biodiversité et également dans le rôle des parcs dans les réseaux écologiques du territoire. Donc non seulement à l'intérieur du parc, mais également des liaisons avec les espaces verts et les zones écologiques du territoire. Alors en guise de conclusion, j'aimerais rappeler que le jardin est un milieu anthropisé, on l'a suffisamment souligné, parfois depuis des siècles. Son état résulte d'une succession de choix et d'interventions au cours du temps qui répondaient à des objectifs spatio-temporels. Ces choix techniques, scientifiques, artistiques, esthétiques, économiques ou sociaux témoignent des ambitions et des valeurs de ces commanditaires autant que des savoirs et des savoir-faire, des connaissances et des compétences des hommes de métier qui les ont conçus, entretenus et perpétués à travers l'histoire. En ce sens, le jardin est bien un héritage, à la fois matériel, réalité territoriale, de propriété, et immatériel, porteur de messages culturels et de valeurs culturelles et naturelles qui y sont associées. Au cours de l'histoire, l'intérêt de l'homme pour la nature a évolué, oscillé entre peur et fascination, sentiment d'attachement et de rejet, vision pittoresque et approche scientifique. Ces sentiments partagés ont suscité chez les concepteurs et les commanditaires de jardins tantôt une volonté de maîtrise totale des composantes de la nature, tantôt une aspiration à des formes plus naturelles. Dans tous les cas, ces jardins sont confrontés aux innombrables défis environnementaux et sociétaux, et les jardins historiques constituent peut-être les derniers territoires anthropisés, préservés, susceptibles de devenir des refuges pour la nature dans ses multiples formes et expressions, reflets des savoirs et des savoir-faire de chaque époque, de leur transmission, de leur réinterprétation au cours de l'histoire par les hommes et les femmes de métier. Alors que l'écologie du XXe siècle considérait les activités humaines comme autant de perturbations qui menaçaient l'équilibre naturel, les scientifiques actuels tendent à adopter une conception plus dynamique de l'écologie. Il s'agit de gérer la nature, permettre aux populations animales et végétales et aux milieux de s'adapter aux perturbations de leur environnement. Grâce à ces approches interdisciplinaires et pluridisciplinaires, l'art des jardins s'inscrit désormais dans une perspective anthropologique, convoquant toutes les sciences auxiliaires de l'histoire, des sciences, des techniques, aux sciences du vivant et aux disciplines environnementales, que sont l'archéologie, la palynologie, la géologie, l'hydrogéologie, l'écologie, bien entendu. Parallèlement, les propriétaires et les auteurs de projets disposeront progressivement de données scientifiques et opérationnelles susceptibles d'alimenter des projets de conservation et de restauration des jardins en tant que patrimoine culturel, matériel et immatériel, mais également en tant qu'espace privilégié de réconciliation de l'homme et de la nature. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.